Le 23 mars 1945, le Rhin, dernière grande barrière naturelle de l'Allemagne, celle qu'Hitler avait juré de tenir jusqu'en mai. Le fleuve qui avait arrêté Napoléon et tous les envahisseurs pendant des siècles est franchi dans un silence total à 3 heures du matin par une poignée de bateaux pneumatiques américains. Pas de barrage d'artillerie, pas de frappes aériennes, pas un seul coup de feu tiré. Au petit déjeuner, 1 millier de soldats américains sont à 10 km à l'intérieur des terres. À la tombée de la nuit, 20 000 hommes et 100 chars ont traversé, et cette même nuit, le général allemand, dont la division était censée garder le fleuve, se pend dans une grange plutôt que d'affronter la colère d'Hitler. Voici l'histoire vraie de la traversée de fleuve, la plus silencieuse, la plus rapide et la plus humiliante de toute la guerre. La nuit où George Patton a volé le Rhin. La dernière barrière naturelle de l'Allemagne était censée tenir jusqu'en mai. Au printemps 1945, le Rhin était plus qu'un fleuve. C'était la ligne finale sur toutes les cartes allemandes. Le seul obstacle que Hitler croyait encore pouvoir offrir au Reich des mois de répit. Chaque écolier avait appris que le Rhin était sacré, inviolable, la frontière qu'aucun ennemi n'avait franchie de façon permanente depuis Napoléon. Les affiches de propagande montraient des soldats sinistres sur la rive ouest avec le slogan « Der Rhein bleibt deutsch », le Rhin reste allemand. Le maréchal von Rundstedt avait reçu l'ordre de tenir le fleuve à tout prix. Le groupe d'armée B de Model avait reçu l'ordre de se battre jusqu'au dernier homme et jusqu'à la dernière balle. En mars, la réalité était très différente. La rive ouest était déjà perdue, de la Suisse à Nimègue. Les grands ponts de Remagen étaient tombés intacts aux mains des Américains le 7 mars, et Montgomery massait 1 million d'hommes au nord de la Ruhr pour un assaut prévu pour le 24 mars. Le plan d'Hitler était simple. Ne rien concéder au sud de la Ruhr, saigner les Alliés à Remagen et forcer Montgomery à une traversée coûteuse qui gagnerait du temps pour les armes miracles promises. Au sud de Mayence, le Rhin était presque une réflexion après coup. Seules des divisions de second ordre et des fragments d'unités brisés tenaient la ligne. Sur la rive est, les commandants allemands se réconfortaient encore avec la géographie. Le fleuve faisait 300 à 400 mètres de large, à courant rapide avec des berges raides et boueuses du côté est. Chaque pont avait été détruit des semaines plus tôt. Des mines, des barbelés et des bunkers en béton bordaient le rivage par endroits. Les civils avaient été évacués sur des kilomètres à l'intérieur des terres. Les ordres étaient explicites. Tout Américain qui atteindrait la rive et devait être immédiatement rejeté dans le fleuve. À Berlin, le haut commandement calculait que même si la tête de pont de Remagen s'étendait, la ligne du Rhin au sud de Coblence pourrait tenir jusqu'en mai. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'un général américain n'avait aucune intention d'attendre le grand assaut de Montgomery ou la permission d'Eisenhower. George S. Patton, commandant la 3e armée, fonçait secrètement vers le sud depuis 2 jours, avec une seule question brûlante dans son esprit. Pourquoi se battre pour un pont quand on peut simplement traverser le fleuve quelque part où les Allemands ne regardent pas? Dans la nuit du 22 mars, sa division de tête atteignit le Rhin, en face de la petite ville viticole tranquille d'Oppenheim. Le fleuve était calme, la rive est était sombre, et il n'y avait pas un seul soldat allemand qui surveillait. La dernière barrière naturelle du Troisième Reich était sur le point d'être franchie dans un silence absolu. La course secrète de Patton vers le sud, 48 heures, 100 miles. Personne n'a prévenu Eisenhower. Le matin du 21 mars 1945, alors que Montgomery répétait encore son assaut aéroporté massif au nord de Wesel et que la première armée de Hodges progressait péniblement depuis la tête de pont de Remagen, George Patton prit discrètement à part son commandant du 12e corps, Manton Eddy, et lui donna l'ordre le plus simple de la campagne. « Amène-moi au Rhin, au sud de Mayence rapidement, et n'en parle à personne. » Patton avait vu Montgomery recevoir toute la gloire, toutes les fournitures et tous les gros titres pendant des semaines. Il était déterminé à battre à la fois Montgomery et Hodges dans la traversée du fleuve en premier, et il était prêt à le faire avec une poignée de divisions fatiguées et sans approbation formelle. À partir de l'aube du 21 mars, la 5e division d'infanterie et les 4e et 6e divisions blindées commencèrent un mouvement éclair vers le sud le long de routes secondaires.
100 miles en 48 heures. Pas d'arrêt, pas d'annonce, au chef. Patton roulait dans sa Jeep ouverte en tête, fumant un cigare, pressant chaque colonne d'avancée avec la même phrase. Nous allons traverser ce maudit fleuve, et je me fiche de comment. Les camions-citernes se dépassaient les uns les autres. Les ingénieurs posaient des ponts temporaires sur les cratères de bombes en quelques minutes, et la police militaire faisait simplement passer les colonnes à travers les villes sans s'arrêter. Les civils allemands regardaient en silence stupéfait les chars américains rugir devant leurs fenêtres en plein jour. À la tombée de la nuit, le 22 mars, la pointe de la 5e division d'infanterie, le 11e régiment d'infanterie sous le commandement du colonel Paul Black, atteignit la rive ouest en face d'Oppenheim. Des patrouilleurs de reconnaissance avancèrent dans l'obscurité totale. Ils trouvèrent la berge du fleuve, déserte. Pas de projecteurs, pas de patrouilles, pas de nid de mitrailleuses. L'unité allemande la plus proche était à des kilomètres, convaincue que les Américains se battaient encore loin au nord. Black envoya un message radio d'une seule phrase. « On dirait qu'ils ont oublié de défendre le Rhin ici. » Patton reçut le message à 23 heures, sourit et donna l'ordre qui allait humilier tout le haut commandement allemand. Traverser cette nuit discrètement. Eisenhower ne fut informé qu'une fois, les premiers bateaux déjà sur l'eau. Bradley ne l'apprit que lorsque Patton l'appela à 4 heures du matin le 23 mars et dit « Brad, j'ai déjà traversé le Rhin, dis-le à Ike pour moi. » Lorsque le quartier général suprême apprit finalement la nouvelle des heures plus tard, la réaction officielle fut un mélange de fureur et d'incrédulité. Patton venait de rendre ridicule la grande opération de Montgomery et la tête de pont de Remagen sans importance, tout cela avec une seule marche nocturne et quelques bateaux pneumatiques. Patton lui-même résuma la situation dans son journal cette nuit-là. Traverser le Rhin sans aviation, sans artillerie, sans histoire, Montgomery va être furieux et j'adore ça. La course était terminée. Le fleuve qui était censé arrêter les Alliés pendant des mois avait été volé dans l'obscurité par un général qui refusait d'attendre son tour. Oppenheim à la tombée de la nuit, une ville tranquille, pas de mines, pas de barbelés, pas de défense. Oppenheim est une petite ville viticole au sud de Mayence, célèbre pour sa cathédrale médiévale et ses caves pleines de Riesling. Le soir du 22 mars 1945, elle est anormalement calme. La population civile a été évacuée des semaines plus tôt. Les rues sont vides, les fenêtres sombres. Seuls quelques vieillards et adolescents du Volkssturm laissés derrière pour garder un fleuve que personne ne croit que les Américains atteindront avant des mois. Sur la rive est, les défenses qui existent sur le papier se sont évaporées. La 159e division de réserve, responsable de ce secteur, est une formation fantôme. Des garçons à moitié formés, des convalescents et des hommes retirés de leur bureau. La plupart de son artillerie a été envoyée au nord il y a des semaines. Les quelques bunkers le long du fleuve ne sont pas occupés parce que leurs équipages ont été transférés au front de Remagen. Les ordres disent toujours « Détruisez tous les ponts et minez les berges », mais chaque pont est déjà au fond du Rhin et il ne reste plus de mines à poser. Des éclaireurs américains de la 5e division d'infanterie rampent jusqu'au bord de l'eau après minuit. Ils coupent le seul fil téléphonique qu'ils trouvent, le seul lien avec la rive est, et restent immobiles pendant 1 heure. Rien ne bouge, pas de patrouille, pas de chiens, pas de fusées éclairantes. Un sergent braque une lampe torche filtrée à travers le fleuve et ne voit que des roseaux et de la boue. Il chuchote à son capitaine les mots que tout soldat rêve d'entendre. « Monsieur, il n'y a personne. » À 22 heures, le colonel Paul Black installe son poste de commandement dans un entrepôt au bord du fleuve. Des bateaux d'assaut sont détachés des camions et portés silencieusement à l'eau, à la main. Pas de moteur, pas de lumière. Chaque bateau transportera 12 hommes et leurs armes. Le plan est simple et fou dans sa simplicité. Pagayer pour traverser, grimper sur la berge boueuse et marcher vers l'intérieur jusqu'à ce que quelqu'un leur tire dessus. Si personne ne tire, continuez à marcher. De l'autre côté du fleuve, dans le village de Nierstein, le commandant allemand local, un major fatigué, va se coucher, croyant que le prochain Américain apparaîtra quelque part fin avril. Son dernier message radio de la nuit dit « Secteur calme, aucune activité ennemie ». Il n'a aucune idée que dans moins de 4 heures, l'infanterie américaine boira du café dans la cuisine de son voisin.
Le Rhin sacré, est défendu par des fantômes et de la paperasse. La nuit est parfaitement calme, le fleuve est un miroir noir, et la plus grande barrière naturelle d'Europe occidentale est sur le point d'être franchie sans rien de plus bruyant que le clapotis d'une pagaie. Les premiers bateaux américains touchent la rive est. Silence total. À exactement 3 heures du matin, le 23 mars 1945, le premier bateau pneumatique touche la berge et est boueuse du Rhin en face d'Oppenheim. 12 hommes de la compagnie A, 11e régiment d'infanterie, 5e division, descendent sans un mot, fusil peu près, cœur battant si fort qu'ils jurent que les Allemands doivent les entendre. Ils attendent le cri, la fusée éclairante, la rafale de mitrailleuses. Rien ne vient, seulement le doux clapotis du fleuve et l'aboiement lointain d'un chien quelque part à l'intérieur des terres. Le capitaine Abraham Lincoln, menant le premier peloton, fait signe à ses hommes d'avancer. Ils escaladent à la berge glissante de 6 pieds, coupant à travers un seul brin de barbelé rouillé qui semble vieux de plusieurs années. Pas de mine, pas de fil piège. Ils se déploient en ligne de tirailleurs et commencent à marcher vers l'est à travers les vignobles. 10 minutes plus tard, le deuxième bateau débarque, puis le troisième. En 30 minutes, 3 compagnies complètes, plus de 400 hommes, ont traversé, se déplaçant dans l'obscurité totale. Pas de fusées éclairantes, pas de lampes torches, ne parlant qu'en chuchotement. Le seul son est le grincement de l'équipement et la toux étouffée occasionnelle. À 3h45, une patrouille atteint l'autoroute Mayence-Francfort, l'une des routes principales de l'Allemagne occidentale. Elle est déserte. Ils coupent les lignes téléphoniques et installent un barrage routier avec rien de plus que quelques mitrailleuses et un bazooka. À 4h15, les premiers prisonniers sont capturés. 2 soldats allemands très surpris rentrant chez eux en permission à vélo qui ont pédalé directement dans la ligne américaine. On leur demande où sont tous les autres. L'un d'eux, encore à moitié endormi, répond honnêtement. On nous a dit que les Américains étaient encore à l'ouest du fleuve. Sur la rive ouest, les bateaux font des allers-retours comme un service de ferry. Chaque trajet prend 7 minutes pour traverser, 5 minutes pour décharger et recharger. À l'aube, plus de 900 soldats américains sont sur la rive est avec des canons anti-chars, des mortiers et les premières jeeps. Les ingénieurs gonflent déjà de plus gros bateaux d'assaut pour transporter des armes plus lourdes. Toute l'opération est menée avec des lampes torches à filtre rouge et des signaux manuels. Pas un seul coup de feu n'a été tiré. Pas une seule victime lors de la traversée elle-même. À 5h30, le commandant du régiment, le colonel Paul Black, pose le pied sur la rive est, regarde autour de lui les champs vides et la campagne allemande endormie, et prononce la phrase qui entrera dans le rapport officiel. Mon Dieu, il n'était vraiment pas là. L'aube est encore à 2 heures, et la 3e armée des États-Unis vient de réaliser l'assaut amphibie le plus silencieux de l'histoire militaire. Le Rhin, le fleuve que Hitler avait juré arrêterait les Alliés pendant des mois, a été franchi par des hommes pagayant silencieusement dans l'obscurité pendant que les défenseurs dormaient. Quartier général de la 7e armée allemande. Impossible. Le Rhin est toujours fermé. À 6h du matin, le 23 mars 1945, dans une école à moitié en ruine près de Darmstadt, le général Hans Gustav Felber, commandant de la 7e armée allemande, boit un ersatz de café lorsque son chef d'état-major fait irruption avec le premier rapport confus. De l'infanterie américaine a été vue à l'est du Rhin près d'Oppenheim. Felber l'écarte d'un geste. Absurdité, une patrouille tout au plus. Le Rhin est toujours fermé. L'officier de service insiste. Le rapport vient du commandant de la 159e division de réserve lui-même, le général von Oriola. Felber réplique sèchement que von Oriola est un vieil homme nerveux et lui ordonne de rejeter immédiatement la patrouille dans le fleuve. À 6h30, les lignes téléphoniques qui fonctionnent encore hurlent. Un poste de police près de Nierstein signale des chars américains sur la route Mayence-Francfort. Une batterie de flak au sud d'Oppenheim dit qu'elle est sous le feu d'armes légères par l'arrière. L'officier des opérations de la 7e armée trace les observations sur la carte et devient blanc. Les Américains sont déjà à 10 km à l'intérieur des terres et se répandent comme de l'encre sur du papier buvard. Felber comprend enfin, ce n'est pas une patrouille. Il frappe la table et écrit les mots qui condamneront des centaines d'officiers dans les heures à venir. Le Rhin a été franchi. Comment est-ce possible ?
La confusion se transforme en panique. Personne ne sait où sont les réserves. L'unité mobile la plus proche, un bataillon de jeunesse hitlérienne à vélo, est encore à 30 km. La Luftwaffe promet un soutien aérien. Aucun n'arrive parce qu'il ne reste plus de carburant au sud de Berlin. Les ordres fusent, détruisez les ponts routiers, inondez les champs, lancez des contre-attaques. Chaque ordre est sans signification parce qu'il ne reste rien pour les exécuter. La voiture d'état-major de la 7e armée se précipite vers Oppenheim pour être repoussée par des tirs de mitrailleuses américaines près de Gross-Gerau. À 7h15, le général von Oriola, l'homme directement responsable du secteur d'Oppenheim, arrive à son quartier général avancé dans une ferme près de Leheim. Un lieutenant secoué le rencontre avec la nouvelle. « Herr Général, les Américains boivent du café à Nierstein et demandent où se trouve la station-service la plus proche. » Von Oriola fixe la carte montrant des flèches américaines déjà à mi-chemin de Darmstadt et dit doucement « Alors c'est fini ?» Il sait exactement ce qui vient ensuite. Cour martiale volante, dégradation et une corde. Le Rhin sacré a été franchi sans combat sous sa surveillance. Et dans le Reich d'Hitler, il n'y a qu'une seule punition pour cela. À 8 heures, le réseau radio allemand s'effondre sous le poids de rapports impossibles. Un commandant de régiment supplie pour des ordres et on lui dit « Battez-vous jusqu'au dernier homme ». Il répond « Je n'ai plus d'hommes ». L'entrée du journal de guerre de la 7e armée pour ce matin ne compte que 8 mots. Ennemi à l'est du Rhin en force inconnue. Situation désespérée. La dernière barrière naturelle est tombée. Non pas avec une bataille, mais avec un haussement d'épaules. 1000 soldats américains ont traversé avant même que les Allemands ne se réveillent. À la première lumière du 23 mars 1945, le soleil se lève sur une scène qu'aucun commandant allemand ne croyait possible. Des soldats américains marchent ouvertement le long de la route de la rive Est, fumant des cigarettes, préparant du café sur les capots des jeeps, saluant des fermiers déconcertés qui pensaient que la guerre était encore loin. À 6h30, plus d'1 millier de soldats américains du 11e régiment d'infanterie sont à l'intérieur des terres, creusant des trous de combat hâtifs dans la terre molle du printemps, installant des mitrailleuses au coin des rues des villages et rassemblant des centaines de prisonniers hébétés qui ne peuvent toujours pas comprendre comment les Américains sont arrivés derrière eux. Les ingénieurs de la 5e division ont accompli des miracles dans l'obscurité. À 7 heures, ils ont un service de ferry en fonctionnement avec des barges allemandes capturées et des bateaux d'assaut motorisés. Des jeeps, des canons anti-chars et des obusiers de 105 mm débarquent sur la rive Est aussi vite qu'ils peuvent être chargés. Les bulldozers creusent des rampes dans la pente boueuse afin que les véhicules puissent rouler directement dans l'eau et ressortir de l'autre côté. Les seuls coups de feu tirés jusqu'à présent proviennent de 2 sentinelles allemandes, nerveuses, qui ont vidé chacune un chargeur, puis jeté leurs fusils lorsque 50 Américains se sont levés autour d'eux. Patton lui-même arrive sur la rive Est vers 7h30, descend d'une barge de débarquement en uniforme d'apparat complet, casque poli, revolver à poignée d'ivoire, tout l'attirail, regarde autour de lui les vignobles paisibles et l'absence totale de combat, et prononce l'une des répliques les plus célèbres de la guerre. Il ouvre sa braguette, urine dans le Rhin, se tourne vers son état-major et dit « J'attendais de faire ça depuis septembre ». Puis il ajoute, assez fort pour que les caméras d'actualité qui ont réussi à traverser l'entendent, « Dites à Montgomery qu'il peut se mettre ses plans où je pense. La 3e armée a traversé le Rhin et nous n'avons même pas eu les pieds mouillés. » À 9h, la tête de pont fait 5 km de profondeur et 10 de large. La 90e division d'infanterie se déploie déjà derrière la 5e et les premiers chars Sherman de la 6e blindée débarquent des ferries en grondant. Des civils allemands sortent des caves en offrant des bouteilles de vin aux envahisseurs. On entend un vieil homme demander à un soldat américain « Êtes-vous anglais ?» Le soldat rit et répond « Non, monsieur. Nous sommes ceux qui sont arrivés les premiers. » Il n'y a pas de tir d'artillerie, pas de Stukas, pas de contre-attaque. Les seules explosions sont celles des sapeurs américains qui font sauter les dépôts de munitions allemands, abandonnés pour qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. À 10h, le décompte officiel de la 3e armée s'élève à 1800 hommes,
300 véhicules et 28 pièces d'artillerie traversaient avec 0 tué lors de la traversée elle-même. Patton envoie un message radio à Bradley. « Nous avons une tête de pont qui fait passer Remagen pour de la petite bière. » Il sait que le coup psychologique porté aux Allemands est mortel. Le Rhin, le fleuve sacré, a été traité comme un ruisseau boueux par un seul corps d'armée américain qui l'a traversé avant le petit déjeuner. Et l'armée allemande sur la rive ouest ne réalise que maintenant que la guerre s'est déplacée de 10 km vers l'est pendant qu'elle dormait. Le général von Rolla apprend son dernier matin que les Américains sont déjà à 10 km à l'intérieur des terres. À 8h45 le 23 mars 1945, le général-lieutenant Rudolf von Orola, commandant de ce qui restait de la 159e division de réserve, se tient dans l'embrasure d'une ferme près de Leheim et regarde vers l'est comme si le monde était devenu fou. Une Jeep américaine avec une étoile blanche est garée tranquillement sur la place du village à 50 mètres. Des soldats américains distribuant des cigarettes à des prisonniers allemands alignés contre un mur. Un char Sherman est stationné sous le tilleul où la voiture de fonction de von Orola était garée 1 heure plus tôt. Le Rhin, son Rhin, est à 10 km derrière lui et déjà perdu. Von Orola a 52 ans, un officier de carrière qui a combattu lors de la Première Guerre et gagné la Croix de Fer sur la Somme. Il sait exactement ce qui va se passer maintenant. L'appel téléphonique du quartier général de la 7e armée à 8h15 a été bref et brutal. Le Führer a été informé. Une cour martiale volante est en route. Vous serez relevé immédiatement. La voix à l'autre bout du fil n'a même pas demandé d'explication. Il retourne dans la ferme, s'assoit à la table de la cuisine et écrit 2 lettres. Une à sa femme s'excusant d'avoir failli à son devoir. Une à la cour martiale acceptant l'entière responsabilité et demandant que ses officiers et ses hommes soient épargnés. Puis il enlève sa tunique, l'accroche soigneusement sur une chaise et se dirige vers la grange, derrière la maison. À 10h30, un coureur le trouve pendu à une poutre du toit, encore en chemise et bretelles, bottes cirées. Les Américains qui le décrocheront diront plus tard qu'il avait l'air étrangement paisible. La nouvelle du suicide se répand dans la chaîne de commandement allemande comme un vent glacial. En quelques heures, tous les officiers au sud de Mayence comprennent la nouvelle règle. Perdre le Rhin et vous perdez la vie. Certains essaieront de se battre. La plupart abandonneront simplement leur poste. La 7e armée commence à se désintégrer presque immédiatement. La mort de von Orola est le premier domino. À la tombée de la nuit, des dizaines d'autres officiers suivront son exemple plutôt que d'affronter la corde ou le front russe. La traversée tranquille à Oppenheim a déjà coûté la vie à son premier général et la journée n'est pas terminée. La rage d'Hitler est la cour martiale volante, lâcheté devant l'ennemi. À 11h, le 23 mars 1845, la nouvelle atteint le bunker du Führer sous la chancellerie du Reich à Berlin. Un aide lit le téléx à voix haute. Importantes forces ennemies à l'est du Rhin près d'Oppenheim. Tête de pont en expansion rapide. Situation critique. Hitler arrache le papier, le parcours et commence à hurler que le Rhin a été trahi, que les officiers responsables sont des traîtres qui doivent être fusillés ou pendus immédiatement. Il frappe la table des cartes du poing si fort que ses lunettes s'envolent. En 30 minutes, une cour martiale volante décolle de Berlin dans 2 Junkers 52, 3 juges SS sous les ordres du Standartenführer Erich von Dalewski, habilités à prononcer des sentences de mort sur le champ. Leur mission est simple, trouver tous les officiers qui ont permis la traversée du Rhin et les exécuter pour lâcheté devant l'ennemi. Les avions atterrissent sur un aérodrome à moitié détruit près de Darmstadt à 15h02. À ce moment-là, von Orola est déjà mort de sa propre main, mais la cour en veut davantage. Les juges s'installent dans un gymnase d'école sentant encore la craie et la fumée. Les officiers sont traînés un par un. Des commandants de bataillon qui dormaient, des commandants de compagnie qui n'avaient pas de troupes, même un commandant qui était à l'hôpital avec une dysenterie. La plupart ne peuvent expliquer comment les Américains ont traversé sans tirer un coup de feu parce qu'ils ne le savent toujours pas eux-mêmes. La cour ne s'intéresse pas aux explications. 3 colonels et 5 commandants sont condamnés à mort dans les 2 premières heures. 2 sont pendus à un chêne pratique devant l'école. Les autres sont alignés contre le mur du gymnase et fusillés par un peloton d'exécution SS.
la nouvelle des exécutions se répand plus vite que les chars américains. Les soldats allemands commencent à jeter leurs armes et à marcher vers l'est, les mains levées. Des compagnies entières se rendent à une seule Jeep américaine. L'entrée du journal de guerre de la 7e armée pour l'après-midi indique « Discipline en effondrement. Les troupes refusent les ordres. De nombreux officiers portés disparus. » La cour martiale volante a obtenu exactement l'inverse de ce que Hitler voulait. Au lieu de renforcer la résistance, elle l'a complètement brisée. À la tombée de la nuit, la cour martiale fait ses bagages et retourne à Berlin. Mission non accomplie, car il ne reste presque plus personne à fusiller. La ligne du Rhin au sud de Mayence a cessé d'exister. Non pas à cause d'une bataille, mais par terreur de son propre haut commandement. La traversée tranquille à Oppenheim est devenue l'étincelle qui déclenche la désintégration finale du front occidental allemand. La tête de pont grandit à la tombée de la nuit. 20 000 hommes et 100 chars traversés. À 18 h, le 23 mars 1945, la tête de pont d'Oppenheim n'est plus un raid, c'est une inondation. 28 000 soldats américains, plus de 100 chars et près d'1 millier de véhicules sont déjà à l'est du Rhin, répartis sur un demi-cercle de 15 km de large et 10 de profondeur. Les 5e, 80e, 10e et 89e divisions d'infanterie ont déferlé par la brèche comme l'eau à travers un barrage brisé, et les 4e et 6e divisions blindées roulent sans opposition sur toutes les routes pavées vers Francfort et Darmstadt. Les sapeurs ont accompli des miracles toute la journée. 2 ponts flottants lourds sont déjà en place. L'un de 1000 pieds de long, l'autre, un système de ferry allemand capturé, fonctionnant sans arrêt. Les chars Sherman traversent en grondant en colonne de 4, leurs chenilles de faisant des étincelles sur le tablier d'acier. Des camions de ravitaillement chargés de munitions et de rations de combat suivent pare-choc contre pare-choc. Un pipeline est en cours d'installation sous le fleuve pour pomper l'essence directement depuis la rive ouest. Les médecins ont installé un hôpital de campagne dans une cave à vin. Les seules pertes jusqu'à présent sont quelques chevilles cassées en glissant sur la berge boueuse. La résistance allemande est un fantôme. Un seul char Panther apparaît près de Gross-Gerau à midi, tire 3 coups qui ne touchent rien et est détruit par un seul tir de bazooka. Une compagnie d'adolescents du Volkssturm tente de former un barrage routier avec des fourches et des fusils de chasse. Ils se rendent au moment où un half-track américain tourne au coin de la rue. Des civils sortent des caves en agitant des draps blancs et en offrant des bouteilles à salé de Riesling 1942 aux soldats américains déconcertés. Un fermier demande à un sergent « La guerre est-elle finie maintenant ?» Le sergent, mâchant un cigare libéré, répond « Pour vous elle l'est, Pépé. » Patton traverse le pont flottant à 17 h dans une voiture de commandement découverte, se tient debout sur le siège et crie aux troupes qui l'acclament. Nous avons pris le Rhin comme Sherman a pris la Géorgie, vite et avec style. Les caméras d'actualité capturent le moment. Les images passeront dans les cinémas à travers l'Amérique la semaine prochaine sous le titre Patton bat Monty dans la traversée du Rhin. L'opération Plunder Massive de Montgomery, prévue pour commencer dans 24 heures, avec 250 000 hommes et 3 000 canons, ressemble soudain à une parade dont personne n'a besoin. À 22 heures, le bilan de la journée est stupéfiant. 937 hommes, 114 chars, 537 pièces d'artillerie et 4200 véhicules traversés avec exactement 6 Américains tués. Aucun lors de la traversée initiale. Tous par des tirs de tireurs isolés aléatoires plus tard. La tête de pont est maintenant assez grande pour que Patton puisse se tourner vers le sud et le nord à volonté, coupant toute la 7e armée allemande et menaçant de piéger le groupe d'armée B de Model avant même que Montgomery ne tire son premier coup. La traversée nocturne tranquille est devenue une avalanche et le front occidental allemand s'effrite déjà en poussière. L'effondrement psychologique. Une traversée tranquille qui a brisé le front ouest allemand. La traversée d'Oppenheim n'a détruit aucune armée allemande sur le champ de bataille. Elle a détruit la dernière raison qu'avait encore un soldat allemand de se battre. Lorsque la nouvelle a atteint les bunkers et les caves le long de toute la ligne du Rhin, l'effet a été instantané. Les hommes à qui on avait ordonné de mourir pour chaque mètre du fleuve ont appris qu'un tronçon avait été abandonné sans un coup de feu, que leurs généraux étaient pendus pour cela
et que des chars américains étaient déjà à 30 km derrière eux, buvant du vin avec les civils. La volonté de résister s'est simplement évaporée. Dans les 48 heures suivantes, plus de 60 000 soldats allemands au sud de la Ruhr se sont rendus à la 3e armée sans presque se battre. Des divisions entières ont déposé leurs armes et sont parties en captivité en chantant. Parce que l'alternative était la cour martiale volante ou les Russes. La 7e armée a cessé d'exister en tant que formation le 25 mars. Son commandant, le général Felber, a été arrêté et n'a échappé à la corde qu'en promettant d'organiser la défense de la Forêt Noire, une promesse qu'il n'avait jamais l'intention de tenir. Le groupe d'armée B de Model, déjà encerclé dans la Ruhr, avait maintenant des blindés américains fonçant à travers ses lignes d'approvisionnement arrière. Le front occidental ne s'est pas retiré, il s'est dissous, Hitler enragé dans le bunker, émettant des ordres que personne ne pouvait exécuter, limogeant des généraux qui n'avaient miinté plus de troupes. Chaque nouveau rapport du Rhin était pire que le précédent. La traversée de fleuve la plus silencieuse de la guerre était devenue le coup psychologique le plus retentissant de toute la campagne occidentale. Le Rhin sacré, avait été souillé par Georges Patton et ses hommes, et il ne restait rien derrière lui qui valait la peine de mourir. Fin mars, la 3e armée était à 150 km à l'est du fleuve, fonçant vers la frontière tchécoslovaque. La guerre en Europe n'avait plus que des semaines, pas des mois, à vivre. Une nuit silencieuse, 12 bateaux en caoutchouc et un général qui refusait d'attendre avaient transformé la dernière barrière naturelle du Troisième Reich en note de bas de page historique. Aujourd'hui, si vous marchez sur la rive est, à Oppenheim, par une soirée de printemps tranquille, le fleuve coule toujours exactement comme il le faisait cette nuit-là en 1945. Il y a une petite plaque près du site de débarquement qui dit simplement « Ici, la 5e division d'infanterie américaine a traversé le Rhin, 23 mars 1945. » Rien sur le silence, rien sur le général qui s'est pendu dans une grange plutôt que d'affronter le déshonneur. Rien sur les 20 000 hommes qui ont déferlé avant que le soleil ne soit haut. Mais restez là assez longtemps et vous pouvez presque entendre le doux clapotis des pagaies et les mots chuchotés de jeunes Américains qui savaient qu'ils faisaient à l'histoire, et le silence d'une armée allemande qui a réalisé en une seule nuit que la guerre était terminée. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire a compté pour vous, partagez-la. Certains moments sont trop importants pour être oubliés.